Salut, mardi 20 août 2024. Bon alors, écoutez, vous saviez, avant on avait Pelou, hein, l'urgentiste. Là on va en écouter un deuxième, je trouvais ça assez intéressant parce que ça m'a touché. Parce que comme vous savez, hein, donc je me suis blessé, moi j'ai pas fait appeler les pompiers, hein, je me blesse dans la rue. Je décide de rentrer chez moi tant bien que mal, je rentre, bon je m'aperçois que c'est vraiment très grave. Je demande à ma voisine de m'emmener aux urgences, parce que c'est de ça qu'on parle. Et là, nous sommes 3. Bon, je rentre, il est 8 h aux urgences, je sors à 1 h du matin, et nous n'étions que 3. 3 patients, hein. Et donc là, effectivement, vous voyez, j'ai analysé comme vous me connaissez. Bon, il y a un médecin, il y a 5 aides-soignants. Voilà, donc forcément, s'il y a un afflux de victimes, ça va être compliqué, hein. Donc après, le lendemain, je me retransfère à l'hôpital Saint-Antoine, toujours pareil, au système des urgences. Et là, ils sont équipés. Je veux dire, faut voir la vitesse que ça défile, quoi. Moi, voilà, je suis arrivé donc à 8 h. À 10 h, ils m'ont dit, on vous opère. À 11 h, je suis opéré. C'est de la folie. Ils savaient pas s'ils allaient m'opérer ou pas. Ils voient, ils regardent, ils font une radio. Ils me disent, voilà, on vous opère. Et vous êtes, c'est incroyable, hein, dans une salle d'attente pour une opération, hein, avec donc anesthésie et tout. Et ça tourne toute la journée. Ils sont équipés. Vous voyez. Ça, quand on a ça à côté de chez soi, on est assez rassuré. Par contre, là, ce qu'on va écouter, c'est pas vrai. Je rigole, mais c'est pas vraiment rassurant parce qu'en fait, pour finir, deuxième petit souci, c'est donc au niveau de l'arrêt de travail. Donc l'hôpital se trompe sur mon arrêt de travail, je la fais courte. Comme on fait plus de live, donc je vous explique ça vite fait. Et du coup, moi, j'envoie ça à la sécurité sociale qui me dit rien. Et au bout de 2 semaines, 2 semaines et demie, pas de nouvelles, bon, vous savez qu'on peut plus appeler, donc j'envoie un mail, et là, je prends surtout un rendez-vous, en fait, et pour préparer le rendez-vous, ils m'appellent. Et ils me disent, oui, vous nous appelez pourquoi? Je dis, bah, parce que j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de nouvelles de mon arrêt de travail, voilà, quoi, ça fait quand même déjà 12 jours, mais ils me disent, nous, vous êtes en arrêt du 19 au 19. Bah, je suis, bah oui, je vois bien sur mon compte Amélie, mais c'est ridicule, vous voyez bien qu'on peut pas être en arrêt du 19 au 19, ça n'a pas de sens. Ils me disent, oui, bah donc pour nous, il n'y a pas de dossier, quoi. Et je fais, mais ça, vous pourriez me le dire. Bon, voilà. Donc, en fait, mon arrêt de travail n'était pas valable. C'était un faux en écriture. Donc, le mec, il m'explique, bon, je vous la fais courte. Je vais à l'hôpital Saint-Antoine, il me faut un duplicata. Le 12 août, lundi 12 août, j'ai rendez-vous à la sécurité sociale. J'y vais, donc j'ai un rendez-vous là. Hein. J'ai pris plein de documents en me disant, on sait jamais avec eux. Et là, je referai un truc, mais là, c'est la folie, quoi. Hein. Mais vraiment, hein. Donc, on est combien, là? On est le 20 août. Donc, j'ai été blessé le 19 juillet. J'ai toujours pas de nouvelles, quoi. Et donc, du coup, si je suis honnête, j'ai dit à Pôle emploi que donc j'étais en arrêt maladie. À ce moment-là, Pôle emploi ne me verse pas. Donc, non seulement Pôle emploi ne me verse pas, mais l'indemnité journalière de l'arrêt maladie n'est pas encore prise en compte. Donc, vous imaginez, quand on est tout seul, ou en tout cas, quand on est une famille, tout d'un coup, plus de revenus, quoi. Alors que c'est une continuité, hein. Donc, je ne vais pas vous raconter, ça a été long et ça a été assez virulent avec la nana de la CNAM parce que, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Au moment où on numérise tout, vous nous expliquez qu'il faut que je vous donne les 36 derniers bulletins de salaire. Mais c'est de la folie. Bon, ouais, voyez un petit peu l'histoire. Donc, pas de nouvelles. Elle me dit, oui, mais vous savez, vous n'êtes pas tout seul. Nous avons 11 000 dossiers en retard dans mon secteur, hein. 11 000 dossiers en retard. Je suis, ben oui, mais ça, c'est pas mon problème. Il y a 7 millions de chômeurs. Non? Bon, voilà. Donc, vous allez écouter l'état des urgences. Bon, je sais que c'est un petit peu du cinéma, hein, probablement, mais je trouve que c'est assez violent ce qu'il dit, quoi. Début de la semaine, 1500 internes en moins l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment problématique pour les urgences? On imagine que oui. Mais alors, c'est problématique, mais le pire, c'est que ce soit un problème. Ça ne devrait même pas être un problème. Je tiens juste à rappeler que selon les textes de loi, un service ne devrait pas avoir à tourner grâce aux internes. Les internes, c'est des médecins en formation. C'est pas normal que lorsque je suis dans mon hôpital, l'interne, je considère que c'est de la main-d'œuvre, qu'il est censé voir des patients, et que s'il les voit pas, potentiellement, il y a des patients qui vont mourir. C'est un médecin en formation. C'est-à-dire que même le fait qu'on ait à poser la question de vous trouvez ça normal qu'il y ait des postes d'internes, en fait,
déjà de base, les internes ne devraient pas être le moteur d'un service. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond. Je tiens juste à dire que les 4 décédés, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous savez ce qu'il y a d'intéressant avec les morts, c'est qu'au moins, mort, c'est une réponse binaire. Oui, non. La qualité de prise en charge, clairement, c'est des critères qui sont beaucoup plus complexes. C'est des critères composites. Alors que je peux vous dire que ce qu'ils disent depuis tout à l'heure, et là, ce qu'a dit le responsable syndical, où il a raison, c'est que une grand-mère qu'on fait poireauter 40 heures sur un brancard, et elle a été bien vue d'un point de vue médical et par les paramédicaux, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Mais quand on n'a pas de place pour l'hospitaliser, on la met sur un brancard, on attend qu'il y ait une place. Et ça, généralement, c'est pas tenu en compte. Et puis ce qui est très drôle, c'est que la direction, ils aiment beaucoup une chose. C'est qu'il faut savoir qu'aux urgences, vous êtes tellement sous l'eau que vous faites un signalement une fois, vous voyez qu'il n'y a rien qui change, vous n'allez pas faire le signalement tous les jours. Et donc, ils se mettent des œillères, ils savent très bien. Hein. C'est-à-dire que vous appelez la première fois, on dit « Ah non, mais on va essayer de faire quelque chose. » Le lendemain, il y a le même problème. Vous appelez le directeur ou la directrice de l'hôpital. On va appeler le cadre de santé de nuit, on va appeler des responsables, on va leur transmettre notre problème. Ils disent « On va transmettre. » Mais je peux vous dire qu'après, vous appelez plus. Et quand il y a un problème comme ça et qu'il y a des décès, ils disent « Ah ben non, on n'était pas au courant. » En fait, c'est pas on n'était pas au courant. C'est officiellement, il n'y a pas de trace qu'on a été au courant. Ils savent très bien qu'il y a des problèmes, c'est juste que tous les urgentistes en ont marre. Et qu'en fait, ils prennent même plus le temps d'avertir de ces problèmes. On a accepté, pour être très clair, moi j'ai moi-même accepté aux urgences, il y a des patients qui vont attendre 40 heures. C'est-à-dire que nos prises en charge, elles ont changé. Hein. Nos prises en charge ne sont plus optimales. On n'est plus le fleuron. 40 heures. Mais non, mais 40 heures, c'est des choses qu'on voit. Je veux dire, faut arrêter. 40 heures aux urgences. C'est partie des médecins urgentistes qui sont dans des hôpitaux publics sous tension. Et 50 hôpitaux sous tension, ils valent tout. Le mot sous tension, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se rend pas compte de ce que ça représente, le mot sous tension. Sous tension, ça veut dire que vous avez des gens qui attendent dans des brancards, qui ne mangent pas, qui n'ont pas leur traitement chronique. Il faut bien se rendre compte que moi, aux urgences, mon objectif, c'est d'abord de diagnostiquer, d'adresser et de savoir si le patient est grave. C'est pas de remettre son traitement de base. Je vais vous donner un exemple classique. Hein. Vous prenez un de vos grands-parents qui a un Parkinson, par exemple, d'accord ? Parkinson, c'est une pathologie chronique, c'est un traitement, c'est une pathologie où il faut prendre des traitements tout le temps. Vous attendez aux urgences. Clairement, ça m'arrive souvent que je ne prescrive pas les traitements de Parkinson, puisque je vois les autres patients. Pendant 40 heures, le patient, il n'a pas les traitements de Parkinson. Il faut bien se rendre compte aussi que quand vous avez un service qui se met d'urgence, où c'est pas sa fonction de faire de l'hospitalisation, et qui se met à hospitaliser, vous vous retrouvez face à des cas comme ça. Et dites-vous bien, je le redis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Patrice Luel. Ah ouais, c'est ça. On met 12 milliards pour des Jeux Olympiques de merde, mais on n'a pas d'argent pour la santé. Mais ça, c'est connu. Hein, c'est tant que les gens accepteront, écoutez. Et puis là, on va à la dégradation, hein, on va pas à l'amélioration. Où les Français se réveilleront et ils garderont leur pays, ou ils vont être enterrés vivants. Hein, c'est au choix. Salut les amis.